pris la vaccination. Moi, mon sentiment, mais ça va me permettre de passer la parole au colonel Ferret, c'est que nos centres de vaccination, maintenant, se sont un peu modélisés en quelque sorte et permettent d'avoir un fonctionnement qui est quand même un fonctionnement assez satisfaisant. Et voilà, donc, mon colonel, en remerciant une fois encore, mais je ne vais pas le faire à chaque fois, mais je le fais quand même, le SDIS-32 pour son implication qui est absolument déterminante dans l'organisation de ces centres, les centres principaux et les centres de renfort. Oui, merci Président. Bonjour à tous. Donc, pour faire un point opérationnel de la situation, puisque nous sommes maintenant à un moment important du dispositif. Comme vous le savez, depuis le 18 janvier, les centres de vaccination sont opérationnels. On est sur un dispositif qui évolue chaque semaine, puisque dans un premier temps, ce sont les 6 centres de vaccination de proximité qui ont réalisé chacun les objectifs assignés, à savoir donc Mirande, Fleurance, Nogaro, Condon, Samatan et Poche, et que lors de la semaine du 25 janvier, nous y avons ajouté 6 centres de vaccination relais qui, eux également, ont eu une cible journalière par ouverture de 120 vaccinations. Et enfin, cette semaine, nous sommes dans la 3e phase du dispositif, puisque ce sont 6 autres centres de vaccination relais qui sont rentrés en action. Et donc, nous avons bien le maillage territorial permanent qui est positionné, qui est mis en place. Le retour sur ces 3 semaines d'expérimentation de nos centres de vaccination de proximité, de nos centres de vaccination relais, nous amène à un certain nombre de constatations. Déjà, le sujet de la fiabilité du dispositif. Voilà, un des objectifs assignés par vous-même et par M. le Préfet, c'était bien évidemment de sanctuariser, de fiabiliser, de ne perdre aucune dose sur ces centres. Cet objectif, depuis 3 semaines, est tenu. On a même dépassé les objectifs cibles sur un certain nombre de centres de vaccination, puisque, comme vous le savez, à l'origine des 5 doses, nous sommes passés à 6 doses par fiole, ce qui est l'objectif fixé par l'ARS, et parfois, selon les protocoles et les procédures, la capacité d'avoir une 7e dose sur le même contenant. Donc, fiabilité parce que 0 perte de produit depuis le début du dispositif, donc depuis le 18 janvier. Une résilience particulière, c'est-à-dire une capacité à s'adapter lorsque, grâce aux actions du conseil départemental et de la plateforme, nous avons les personnes qui sont convoquées. Il y a parfois des écarts avec des gens qui sont absents. On a toujours trouvé, au titre notamment des personnes qui créent le centre de vaccination, des professionnels de santé, la capacité à injecter parfois les 2, 3, 4 doses restant en fin de journée du fait de l'absence de gens qui étaient convoqués à leur rendez-vous. Adaptabilité également, parce que en lien avec le centre hospitalier et Jean-Michel Blais, lorsqu'il y a un écart, instantanément, il y a une coordination interservice et la solution est trouvée et validée par nous tous, ce qui nous permet, grâce aux officiers logistiques qui sont mis en place dans chaque centre de vaccination, d'avoir une capacité immédiate de remontée d'informations, de décisions et de réactivité en termes de mesures correctes. Une capacité également, ça c'est très important, à augmenter donc le régime et les flux, puisque nous avons, vous l'avez tous compris, mis en place un dispositif réplicable sur l'ensemble du département, à moins de 20 minutes de chaque citoyen gersois, qui est en capacité de doubler, tripler, quadrupler le capacitaire de vaccination, c'est-à-dire que le dispositif durant ces 3 semaines a été mis en place et testé, et maintenant on est en capacité de le faire monter en charge, de le faire monter en régime, en gardant la même organisation. Ça c'est très important, de standardiser le dispositif. Enfin, j'allais parler, et pour en terminer, la capacité à coordonner nos actions, non seulement dans le cadre de la vaccination, mais également dans le cadre du dépistage, puisque les moyens du SDIS-32 sont également engagés dans les EHPAD, dans les structures, pour épauler nos collègues de la santé, et une large anticipation, puisque l'activité opérationnelle du SDIS continue.
Et nous faisons d'ores et déjà face en matière d'anticipation à un certain nombre de sujets qui vont de notre équipement vis-à-vis des variants potentielles, espérons que le GERS ne soit pas touché, des commandes complémentaires en matière de matériel à destination des sapeurs-pompiers, puisque, j'ai envie de dire, on est vraiment engagé sur toute la chaîne, du dépistage, de la vaccination, à la mission opérationnelle de transport de malades Covid, et qu'il est important qu'on garde nos forces opérationnelles. Donc, par exemple, sur le sujet des masques FFP2 qui ont fait débat par rapport à la protection des sapeurs-pompiers vis-à-vis des potentiels variants, on a, avec la région, fait une commande exceptionnelle de 110 000 masques FFP2 pour protéger les sapeurs-pompiers dans le cadre de leur mission à venir, en cas de nécessité de protection supérieure. Enfin, et pour en terminer au moment où je vous parle, donc, on est au double de la cible qui avait été envisagée en début du mois de janvier. C'est-à-dire qu'on a plus de 7000 Gersois qui ont été vaccinés et dans le cadre... Qui ont reçu au moins une première injection. Et dans le cadre de la projection du mois de février, on aura encore quasiment doublé ce chiffre, puisqu'on devrait atteindre pour une primo-injection et dépasser le nombre de 13 000 citoyens gersois vaccinés. Donc voilà un peu pour un état des lieux. Globalement, un dispositif qui est solide, qui est stable, qui va pouvoir monter en charge, avec un état d'esprit aussi, je le répète à chaque fois, qui est très positif, que ce soit vis-à-vis de la population, vis-à-vis de l'interservice et des forces qui se mobilisent, et qui est en capacité voilà, de trouver des solutions, que ce soit sur le plan technique, informatique, sur le plan des produits, sur le plan des transferts logistiques, sur le plan de la fiabilisation des sites de vaccination. Donc, pour l'instant, pas de signaux faibles dans ce que j'ai pu constater sur le terrain. Merci, mon colonel. Je rappelle que cette organisation, c'est une série de complémentarités. Le conseil départemental fait, par exemple, tous les matins, à partir de 7 h du matin, le transport des doses de vaccins jusque dans les centres de vaccination. Nous avons des opérateurs logistiques numériques qui apportent des tablettes iPad 4G dans les centres de vaccination pour permettre au personnel soignant de bien gérer l'organisation, les rendez-vous qui ont été pris. Quelque part, comme on le pensait, ce que nous avons fait au début avec le bus test et les organisations dans des salles des fêtes de tests nous a servi à être plus rapidement opérationnel pour les centres de vaccination. Et là, on a entre les services de l'ARS, les services de la CPAM, la protection civile, le SDIS, les agents du conseil départemental, les élus, l'ensemble des élus. Je l'ai fait l'autre jour à Vic-Fezensac, mais je le refais devant vous. Je salue, moi, tous mes collègues du conseil départemental, quels qu'ils soient, pour leur engagement et l'ensemble des élus via nos deux associations de maires, l'AMF et puis l'association des maires ruraux, des deux présidents, Cotena et Maïnac. Je vraiment les salue parce qu'ils sont extrêmement présents dans tout ça. Et donc, c'est de ce point de vue-là assez satisfaisant. Je rappelle que dans le Gers, on a environ un centre de vaccination pour 10 000 personnes, lorsque le ratio est plutôt de 1 pour 50 000 en Haute-Garonne, en Gironde ou dans l'Hérault. Donc on a cette proximité qu'on voulait mettre en œuvre. Alors, à ce stade, sur à la fois ce qu'a dit M. Blais sur la situation sanitaire et ce qu'a dit Nicolas Ferret sur l'organisation de la stratégie vaccinale, est-ce qu'il y a des remarques, des retours d'expérience, des propositions, des conseils, des choses qui pourraient être faites, étant entendu que j'aborderai ensuite, dans un deuxième temps, la question de la reprise des rendez-vous de vaccination, et j'aurai une proposition à vous faire pour un type de public, même si je n'aime pas trop le mot particulier. Mais d'abord sur à la fois la situation sanitaire et le déploiement de la vaccination, est-ce qu'il y a
de la part des uns et des autres des remarques, des choses à faire. Je vois peut-être qu'on va commencer par voilà. On a une question en fait, donc ça va permettre peut-être de répondre, une question de Hérésie qui nous dit où en est la prise en charge de la vaccination des personnels des SAD de plus de 50 ans. C'est les services d'aide à domicile de plus de 50 ans. Alors, est-ce qu'on a, M. Blais, des choses sur ça? Est-ce que ce sont les personnes qu'on peut prendre dans le centre départemental, celui du Dr Sarlo? Oui. Voilà. On a, avec le Dr Sarlo, le centre départemental qui est à la caserne là, on a fait plus de 430, je crois, de personnels soignants qui ont été vaccinés et ont été vaccinés et on continue. Je Blais sur les salles, parce qu'effectivement, il y a cette demande des aides à domicile, une forme d'inquiétude de leur part. Oui, alors, effectivement, les personnes des services d'aide à domicile sont considérées comme des professionnels de santé. Ils peuvent accéder à la vaccination comme les personnels des SDIS d'ailleurs, et tous les personnels de santé sont là, selon les mêmes critères, plus de 50 ans ou présentant des facteurs de risque. Alors, le département a fait, en lien avec M. Bompard, un recensement par service des personnes de plus de 50 ans qui seraient concernées et volontaires. Et certains sont déjà vaccinés d'ailleurs au centre de vaccination ou dans certains points de vaccination des hôpitaux. Mais ils peuvent tout à fait, effectivement, accéder à la vaccination, soit dans les centres hospitaliers, soit au centre de vaccination du département. Le centre hospitalier d'Auch et de Condon, essentiellement. Voilà. Très bien, voilà des réponses. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Je crois que Michel Fauchier voulait intervenir. Michel Fauchier. On me donnera le micro. Merci. Bonjour à tous. La question concerne plutôt M. Blais, qui a peut-être plus d'informations sur le sujet. Me reviennent des questions un peu inquiétantes, difficiles sur l'annonce de la vaccination par les pharmaciens. Et là, il y a une sorte d'incompréhension sur les délais, les priorités et les modalités, sachant que des pharmaciens ont déjà reçu des offres commerciales de prise de rendez-vous avec agenda et fourniture de vaccins. Donc, je voudrais savoir si la charrue n'est pas pour une fois avant les bœufs. Merci de votre réponse. C'est exactement ça, vous avez aussi donné la réponse. En fait, on attend une décision nationale sur la possibilité pour les pharmaciens de pouvoir vacciner également. Mais pour l'instant, elle n'est pas encore prise. Donc, le centre de vaccination, pour l'instant, sont les médecins. Un médecin doit superviser un centre de vaccination et les infirmiers. Alors, dommage que Michel Gabas ne soit pas là. Pour autant, il faut quand même avoir à l'esprit que nos pharmaciens dans l'ensemble procèdent chaque année avec la grippe saisonnière à des dizaines, centaines, milliers de vaccinations. Et donc, avoir éventuellement dans une montée en charge des vaccinations la possibilité que des soignants, des pharmaciens puissent intervenir, j'imagine que ça nous permettra de le faire. Mais comme le souligne M. Fauchier, encore faut-il que cette organisation soit bien cadrée, c'est-à-dire qu'elle soit bien sous la responsabilité de l'ARS, de l'État, pour pouvoir dire dans quelles conditions ça va se faire. On ne peut pas avoir uniquement, si je comprends bien, un laboratoire ou une organisation même qui proposerait de prendre pour des gens et moyennant rémunération sans doute des rendez-vous pour pouvoir être vaccination. Vous savez qu'il existe, vous allez le dire, mais des petits organismes qui proposent à des gens de prendre en charge la prise de rendez-vous pour avoir la vaccination. C'est-à-dire qu'ils disent arrêtez de téléphoner pendant des heures sans avoir le truc, nous, moyennant X euros, on va vous obtenir quelque part un rendez-vous pour une vaccination. Donc, je crois qu'on est dans un système qu'il faut absolument faire le plus équitable possible. Et la question que pose M. Fauchier, elle est effectivement importante sur la crédibilité du système. Donc, il y a des discussions, bien sûr, au niveau national, mais on attend la décision. D'accord. Ok.
Est-ce qu'il y a… Oui, monsieur le président. Oui, Yannick Bompard. Yannick Bompard pour la DGS, juste pour préciser, et puis puisque vous avez le docteur Briffaut à vos côtés, peut-être préciser que hier, comme il avait été convenu lors de précédents CDAV, a eu lieu la vaccination de la première résidence autonomie, donc qui est la résidence autonomie de Lézian à Mirande. Donc 36 vaccinations ont été effectuées, et puis un renfort aussi du docteur Briffaut, mais si jamais il pourra partager son expérience, un renfort en tant que médecin auprès de la petite unité de vie de Valence, puisque donc hier une vaccination a aussi eu lieu avec le renfort du docteur Briffaut sur la PUV de Valence. Voilà, c'était pour compléter le tableau des vaccinations qui ont eu lieu. D'accord, merci. Je crois qu'on a 3 résidences autonomie qui sont programmées. Docteur Briffaut, peut-être. Donc hier, j'ai fait Lézian, la résidence de Mirande, et la semaine prochaine, je ferai Hoche, la résidence de Tourterelle, et jeudi, la résidence de Milan, la Grange. C'est programmé. Et la deuxième vaccination de ce que j'ai fait hier est programmée le 23. D'accord. Donc, on a vacciné et les résidents, et puis pour compléter, pour ne pas perdre de place, il y a eu des personnels soignants, des infirmières qui sont venus. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet-là? Moi, je vais simplement vous indiquer, faire une proposition. Nous avons beaucoup discuté avec monsieur le préfet du Gers, et on a réussi à identifier, d'ailleurs, avec le docteur Briffaut notamment, mais pas que, aussi les services des résidences autonomie, qu'il y avait des personnes qui vivaient à domicile, ou en établissement, mais pour lesquels il était extrêmement difficile qu'ils se déplacent, quand bien même on utiliserait du transport à la demande ou un dispositif. Ces personnes, ce sont les personnes dont on sait qu'elles sont classées dans les catégories de GIR 1, GIR 2. Le GIR 1 et 2, ce sont les personnes qui sont les plus lourdement dépendantes et qui ont donc le besoin quotidien d'une tierce personne, ce qui exclut pratiquement la possibilité de mobilité pour ces personnes-là. Et moi, je voulais vous faire la proposition. Vous savez que dans notre instance, à chaque fois, on essaye autant qu'il est possible d'avoir une action nouvelle que nous mettons en place. Je vous propose que nous puissions mettre en œuvre un vaccibus qui ira au domicile des personnes en GIR 1 et en GIR 2. Les personnes qui sont en GIR 1, dans le Gers, c'est 91 personnes. Et ceux qui sont en GIR 2, c'est 622 personnes. Voilà. On a donc grosso modo 710, 720 personnes en GIR 1 et en GIR 2. Et nous pourrions parfaitement avoir une première séquence avec les bénéficiaires de l'autonomie personnalisée, de l'allocation personnalisée à l'autonomie GIR 1, première séquence, sur l'ensemble du Gers, au domicile des personnes, avec une programmation à partir du 22 février, bien sûr conditionnée au retour de consentement, M. Blais, et la consultation prévaccinale obligatoire qui est nécessaire. Mais sous cette réserve-là, je vous propose qu'à partir du 22 février, nous ayons une vaccination itinérante. Peut-être d'ailleurs que cette vaccination itinérante, on en a parlé, elle pourra se prolonger sur d'autres publics. Je vais en parler dans un instant, mais à partir du 22 février, un vaccibus pourrait aller au domicile des personnes les plus lourdement handicapées pour les vacciner, soit environ, dans un premier temps, une centaine de personnes dans le département du Gers, et puis ensuite environ 700 personnes supplémentaires. Donc, c'est un peu le pendant de nos bus tests, mais là pour de la vaccination, et là on rend service à un public qui est vraiment en absolue situation de dépendance et de non-mobilité. Vous en êtes collectivement d'accord.
nous mettrons en œuvre ces Vaccibus. Si je parle de la vaccination à domicile, c'est parce qu'il y a d'autres hypothèses qui peuvent venir, notamment, et là je dis ça devant les deux présidents d'associations de début, Michel Baylac et Cyril Cotona, on pourrait imaginer que le maire d'une petite commune qui arriverait à rassembler une quinzaine, une vingtaine de personnes qui seraient volontaires pour être vaccinées, qu'on puisse aller dans cette commune pour procéder aux vaccinations. Alors, autant pour GIR 1, GIR 2, ça ne pose pas de problème, on va le faire, ça va être lancé. L'autre solution, elle doit être validée bien sûr par l'État, par l'ARS et par les services, mais je sais qu'elle a commencé dans d'autres régions de France et ça pourrait être une solution. Via les associations de maires, on dirait à des maires, voilà, trouvez un jour 20 personnes qui dans votre village sont volontaires pour être vaccinées, et à ce moment-là, on envoie une équipe mobile. Je tiens d'ailleurs à saluer, parce que ce soit pour le Vaccibus et puis pour les GIR ou plus tard, le soutien logistique du SDIS, puisqu'il y a l'idée aussi, bien sûr, que si on fait une vaccination à domicile, on n'est pas dans un lieu où il y a un médecin, où il y a une capacité à extraire une personne s'il y avait une difficulté. Et là, ça se ferait avec vraiment le partenariat total avec le SDIS et la présence de sapeurs-pompiers médicaux, de dire qui seraient en capacité, s'il survenait un problème, de pouvoir le traiter et le régler. Donc voilà, on pourrait faire, mais je soumets aux associations de maires cette réflexion. Peut-être que ce serait intéressant que puisse se faire. Cyril Cotona. Oui, Cyril, allume ton micro. Ah, ça y est. Vous m'entendez? Merci. Merci. Bonjour, Président. Bonjour à tout le monde. Oui, la proposition est très intéressante. Nous y sommes favorables. Alors, comme nous avons également des communes très petites en termes d'habitants, est-ce qu'on pourrait aller une réflexion un peu plus étendue et voir si on ne pourrait pas regrouper avec l'accord des maires de communes confrontantes de manière à pouvoir avoir effectivement, lorsque le bus se déplace, une dizaine de nos concitoyens qui pourraient se faire vacciner et éviter ainsi de monopoliser peut-être le bus dans une partie du département avec les temps de déplacement pour simplement quelques personnes. Voilà, c'est juste une idée que je soumets au conseil, au comité. Oui, on pourrait parfaitement effectivement essayer de faire ça à l'échelle d'un territoire, quoi, en quelque sorte, pour en faire plus. Michel Baylac, peut-être Le modérateur avait censuré 5 secondes et seulement. Donc, non, simplement, moi je crois que, bon, d'abord, dans un premier temps, on a un petit peu recensé quelles étaient les personnes vulnérables dans nos communes. Ça a été le mot d'ordre qui a été lancé aux maires. Ils l'ont fait comme on le fait, comme ils l'ont pour la sécheresse, pour la, on va dire les épisodes de forte chaleur. Je pense que tout cela, il faudra le réaliser aussi en lien avec les services du département, puisque bon, on a parlé tout à l'heure des GIR 1, GIR 2. C'est vrai que tout cela est évalué, on va dire, tout simplement par les services départementaux. Et à ce moment-là, il va falloir croiser en quelque sorte le recensement qui a été effectué au niveau des communes avec tout simplement le lien avec tout simplement l'assistance sociale, avec aussi les services tout simplement qui travaillent tous les jours auprès des malades. Il faut savoir auprès des patients, tout simplement. Donc tout cela, bon, ça se construit, mais on est prêt. Enfin, les maires sont prêts, bien sûr, à mener toute leur disponibilité pour justement faire ce travail. Et voilà, parce que c'était vraiment un souci et c'est bien d'avoir relevé que les GIR 1 et 2, pour nous, ça allait être difficile. Parce que là, dans un premier temps, lorsqu'on a
évaluer un petit peu quelles étaient les personnes vulnérables sur nos communes et que l'on disait qu'il fallait les amener sur les points de vaccination, on s'est vite rendu compte que pour certains, c'était impossible. Et donc, l'initiative du Vaccibus ou autre, elle est vraiment la bienvenue. Je suis d'accord avec mon collègue, bien sûr, Cyril, sur les éléments qu'il a apportés également. Voilà. Merci, Président. Oui, qui? Bompard. Yannick Bompard. Oui, je pense que c'est important effectivement de pouvoir considérer, et comme le disait M. Bayac, qu'on a des personnes GIR 1, voire GIR 2, qui ne peuvent pas sortir de chez elles. Et clairement, le Vaccibus, dans une première intention, c'est de pouvoir proposer ce service à ces personnes-là. Alors d'ailleurs, c'est une difficulté parce qu'on va s'adresser à des personnes, notamment au niveau du consentement, qui parfois sont très très diminuées. Et donc, on va s'adresser à leurs aidants ou à leurs tuteurs. Voilà, donc on va vraiment faire un aller vers, mais vers des personnes qui n'ont aucune mobilité, quoi. C'est vraiment l'idée première, et c'est pour ça qu'on a ciblé en première séquence les GIR 1, c'est-à-dire ce sont des personnes qui ne pourraient pas, même pas aller à la salle des fêtes ou à la salle de la mairie mis à disposition. Et donc, dans une première intention, première séquence, ce qu'on veut proposer, c'est effectivement d'aller à domicile pour les personnes qui n'en sortent pas et qui ne peuvent pas en sortir. Voilà, c'était l'élément de précision, mais parce qu'on agit en séquence, et donc là, on va vraiment s'intéresser aux personnes qui n'auraient aucun moyen d'accès en fait au vaccin si nous, on n'y allait pas. Ok, merci Yannick pour ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions sur ces questions liées à la fois la situation sanitaire telle que l'a décrite Jean-Michel Blais ou l'organisation des centres de vaccination ou des perspectives à venir de développement, étant entendu que ce dont j'ai parlé sur une possible vaccination, j'allais dire itinérante, qui pourrait être calée en même temps avec des tests d'ailleurs avec les maires, on est à l'état de la réflexion. Hein, il n'y a pas de décision ou d'autorisation qui sont prises, mais ça fait partie effectivement des réflexions qui sont en cours avec ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces éléments ou est-ce que je peux vous donner des informations sur la réouverture de la plateforme de réservation des vaccins? C'est bon? Vous vous souvenez sans doute que le samedi de l'ouverture du centre de vaccination d'Auch, avec monsieur le préfet du Gers, nous avions en concertation totale avec Jean-Michel Blais, le colonel Ferrès et tous ceux qui participent à la stratégie vaccinale, nous avions pris la décision de faire une pause dans la réservation des vaccinations. Et donc la plateforme 0800 72 32 32, qui avait permis de prendre un peu plus de 5000 rendez-vous, nous avons décidé de la mettre sur pause en indiquant qu'elle rouvrirait le 9 février au matin. Ce que je suis en mesure de vous dire, c'est que effectivement, elle rouvrira le 9 février, comme nous l'avons dit, à partir de 9h, je crois, avec une plage horaire qui va être un peu plus réduite, non, 9h jusqu'au 12 février à 17h. Pourquoi jusqu'au 12 février? C'est parce que, au fond, la plateforme, elle va disposer, allez, grosso modo, de 2000 créneaux de rendez-vous à donner. Et que pour connaître le fonctionnement de la plateforme, vous assurez qu'en 3 jours, l'ensemble des réservations seront faites. Donc, ce n'est pas la peine. Nous, on a une stratégie, c'est qu'on prend des rendez-vous quand on est sûr qu'on va pouvoir fixer un rendez-vous au bout duquel il y a une vaccination. On ne va pas prendre des rendez-vous sur très long terme en ayant des hypothèses sur les stocks ou sur le réarmement des stocks. On prend des rendez-vous quand on a des stocks nécessaires pour faire la première injection pour des gens et pour faire la deuxième injection pour des gens. Et donc là, on va rouvrir donc, le 9 février
et jusqu'au 12 au grand maximum, à mon avis, au grand maximum. Et on va prendre des rendez-vous. On va reprendre des rendez-vous qui vont être des rendez-vous pour le mois pour la deuxième quinzaine de février et jusqu'au 8 mars. C'est-à-dire qu'on va pouvoir donner des rendez-vous du 15 février au 8 mars. Et puis, j'annonce d'ores et déjà que nous allons rouvrir notre plateforme à partir du 23 février pour 3 jours à nouveau, du 23 au 26, ce qui nous permettra de prendre des rendez-vous à partir du 1er mars. Et on va faire comme ça. Et ensuite, on adaptera. Si les doses sont en augmentation, s'il y a plus de fournitures, si le fait d'arriver de nouveaux vaccins permet de faire plus, eh bien, nous ouvrirons plus. Mais ça ne sert à rien de ne pas faire les choses comme on l'a fait depuis le début, c'est-à-dire de manière pragmatique, de manière transparente et de manière raisonnable. Donc, je vous passerai, nous avons fait avec M. le Préfet un communiqué de presse commun, département du Gers, préfet du Gers, ARS. Donc je vous lis le texte pour que vous l'ayez en tête, mais il sera passé. À la fin du mois de janvier, 3% de la population gersoise a reçu une première injection, soit 6517 personnes. Conformément à la stratégie nationale, près de 2000 résidents d'EHPAD, je vous dire aussi, sont inscrits dans le parcours vaccinal. 70% des personnes qui sont en EHPAD et 105 sont déjà totalement vaccinés. Ils ont reçu la première et la deuxième injection. L'objectif d'accélération de la campagne de vaccination est tenu dans le Gers, puisque le rythme actuel permettra d'avoir vacciné avec les 2 injections plus de 6500 personnes à la fin du mois de février. Depuis le lancement de la campagne de vaccination des personnes âgées de plus de 75 ans, le 18 janvier dernier, la stratégie départementale, marquée par la transparence, a consisté à adosser le rythme des prises de rendez-vous à la consommation de stock et aux perspectives de réapprovisionnement. C'est ce que je viens de vous expliquer. Cette stratégie permet de garantir les 2 injections pour les personnes vaccinées et d'éviter toute annulation, il y en a eu dans d'autres territoires, ou tout report de rendez-vous. Les vaccinations se poursuivent chaque jour dans les 16 centres principaux et de renforts ouverts dans le Gers. Conformément à ce qui a été annoncé, le numéro d'appel gratuit mis en place par le Conseil départemental du Gers avec l'appui de l'État et de l'ARS pour fixer les rendez-vous dans nos centres de vaccination sera donc à nouveau actif le 9 février et jusqu'au 12 février de 9h à 17h et permettra donc de fixer des rendez-vous pour les primo-injections pour la période du 15 au 26 février. Le 0800 72 32 32 sera à nouveau accessible du 23 au 26 février pour les rendez-vous à partir du 1er mars. Voilà la stratégie que nous considérons, l'État, le département, les autorités sanitaires, la meilleure pour poursuivre un rythme dans lequel, comme je l'ai souvent dit, il n'y a pas un jour sans vaccination dans le département du Gers, il n'y a pas d'arrêt, mais nous adaptons en permanence à la situation réelle. Monsieur Blais, peut-être des commentaires par rapport à ces décisions qu'on a prises hier avec le préfet. Je crois que c'est le bon sens, on va dire. C'est un dispositif qui est sécurisé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un rendez-vous, on est sûr d'avoir l'injection et 4 semaines après la seconde injection, donc c'est un système complètement sécurisé qui est adapté au rythme d'approvisionnement du département, donc il n'y a pas de surbooking ou de choses comme ça. Donc il est adapté et il faut savoir que effectivement ça ne c'est que suspendu quand la plateforme s'arrête et que la vaccination continue. Et elle ne s'arrêtera que quand on sera tous vaccinés. C'est important à dire. Voilà, mais c'est uniquement une histoire de rythme, de tempo. Voilà. Sur ça, mon colonel, un ajout peut-être de votre côté, puisque c'est des missions qu'on a partagées avec le préfet. Simplement, ce qui est très important, c'est la capacité à être tout à fait juxtaposée entre le processus de prise de rendez-vous, le processus des flux, le processus de vaccination, et comme ça a été dit, c'est un objectif commun que de n'afficher le cap et sa méthode de réalisation
qu'à partir du moment où on a la certitude d'assurer l'intégralité de la chaîne. Donc certes, c'est exigeant, ça nécessite une hyper-coordination de l'ensemble des services, mais c'est le prix à payer pour que les citoyens du Gers puissent accéder en toute fluidité au processus de vaccination. Donc je pense que c'est la bonne méthode qui doit être maintenue avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, des dispositifs qui sont structurés, organisés, réplicables, modulables en intensité. C'est ce qui permettra aux citoyens d'avoir de la visibilité, aussi bien sur les rendez-vous que sur le capacitaire qui est le nôtre à vacciner en termes de volume et de la manière la plus optimale possible. Donc, on est vraiment dans un partage de cette stratégie, ce qui nous permet, nous également, d'en assurer ensuite la mise en œuvre plus facilement, puisque bien évidemment, quand une analyse se fait, une réflexion collective est posée, une décision stratégique est arrêtée, ensuite, ça nous évite des allers-retours qui sont souvent préjudiciables aux organisations. Donc, c'est la bonne méthode vue par le SDIS pour mettre en œuvre ces dispositifs qui sont quand même assez lourds, il faut le rappeler, en termes d'effectifs, de techniques, de matériel, de flux logistiques, de transport, ça a été dit, de réservation, de liens avec les plateformes nationales, notamment Doctolib. Donc voilà, il y a quand même... L'idée, c'est quand même d'avoir un système garanti sur l'ensemble des points du traitement. Je crois que c'est ce qu'on arrive à faire. Et après aussi, il y a la plateforme qui prend les rendez-vous, mais il y a aussi le retraitement de certains types de rendez-vous qui peuvent être décalés et sur lequel, quand la plateforme est fermée au public, elle continue un travail, notamment de reprogrammation pour des gens qui sont confrontés à des cas de force majeure, des hospitalisations, etc. Donc il y a un travail continu et ça, c'est l'idée d'avoir un système garanti sur tous les points. Tout ce qu'on souhaitait à chaque fois, c'est à chaque fois donner des indications précises. Si on fait une pause, on annonce cette pause. Si on annonce un jour d'ouverture, on annonce un jour d'ouverture. Si ça s'arrête, ça s'arrête. Si on reprend, on donne à nouveau le jour d'ouverture. Ce qui fait que les gens peuvent savoir un peu ce qu'il en est. Je crois que Michel Fauchier voulait réagir à tout cela. Michel Fauchier. Sur le chat, merci de l'avoir ouvert, c'est pratique. Oui, je pense qu'il risque d'avoir des confusions entre première vaccination, deuxième vaccination, ouverture de la plateforme. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir sur le site du gers.fr une page, en fait, tout simplement, qui indiquerait tout cela, voire éventuellement avoir copié cette page en ligne? C'est ça. C'est ça. C'est première injection. On note bien dans les dates sur le site internet la première injection et la deuxième injection. Pour pas qu'il y ait de confusion. En fait, on précise bien la date de la première injection. Je ne sais pas si tout le monde a entendu là. Oui, ce qui a été dit. Alors, Thierry, peut-être revenez par là ou éventuellement. Ce que je voulais préciser, Michel Fauchier, c'est que sur le site du département, il est bien noté, pour qu'il n'y ait pas de confusion, les dates des premières injections et les dates des deuxièmes injections. D'accord. C'est ça, Fauchier? C'est ça? C'est totalement réalisable, ça. C'est ça qui serait souhaitable, c'est-à-dire qu'on puisse voir la progression des primo-injections dans le Gers et la progression des gens qui sont totalement vaccinés, c'est-à-dire qui ont reçu la première et la deuxième injection. Oui, une sorte de petit tableau de bord de dates, y compris les dates d'ouverture de la plateforme, comme ça pour le mois qui vient, tout le monde est informé. Et sous un format imprimable, merci, un format imprimable pour qu'on puisse l'afficher en mairie, par exemple, dans des lieux publics. Ce serait utile. Okay. Merci. Bonne idée. Alors, est-ce qu'il y a Marc sur ce qu'on vient d'indiquer? S'il n'y en a pas, je voulais qu'on passe la... Est-ce que René Ortega est là? Il est là, oui. Il était là. René, oui. Il est en train de faire son jogging, mais bon, c'est pas grave. Voilà, il passe, il a failli se taper la tête parce qu'il est grand. Il regagne son tour. Vous m'entendez? Oui, il est en présent, ouais. Donc, René Ortega, responsable du CIT Gers Solidaire. Peut-être un petit mot sur le numéro vert social, qui est un des indicateurs de la situation, y compris psychologique, des gens.
On m'a donné le chiffre d'augmentation d'appels en 2020 de près de 70%, ce qui est absolument colossal. Donc, quelles sont les premières conclusions? Qu'est-ce qui explique au fond ce besoin et ce qu'il en est? René. Oui, bonjour Président, bonjour à tous. Effectivement, nous avons pu vous communiquer les éléments d'évaluation de l'activité du NVS sur l'année 2020. Je ne vous cache pas que même moi, j'ai été assez surpris de ces chiffres-là. On a des chiffres alors qu'ils sont très fiables puisqu'ils proviennent d'Orange sur les appels entrants au 0800 et ensuite un petit logiciel qu'on a en interne qui nous permet aussi de valoriser un petit peu les typologies d'appels, l'âge des personnes, d'où elles proviennent et les besoins qu'elles ont. Donc, on est passé en 2020, par rapport aux chiffres de 2019, de 2853 appels à 4819 appels. Voilà. Ces 4819 appels, derrière, ils ont généré 14 196 interactions, c'est-à-dire que ce sont derrière du traitement, on rappelle les gens, c'est des mails, c'est des prises de rendez-vous, etc., etc. Alors, les raisons de cette augmentation, bien évidemment, elles sont très certainement beaucoup dues au Covid. Alors, pourquoi ? Deux choses. Première chose, les gens étaient confinés chez eux et donc l'accès aux droits ou les questions passent beaucoup par Internet et on sait combien la fracture numérique, même si elle est relative et si elle mérite d'être argumentée, elle est bien présente. Donc, le fait d'avoir un appel, un numéro d'appel comme ça, beaucoup de gens nous ont appelés pour ces raisons-là. On a aussi pas mal de services qui ont été fermés ou qui, tout du moins, pour protéger les agents, ont été mis en horaire sensiblement dégradé. Et ce qui fait qu'on a eu très certainement cette augmentation très importante. Alors, je voudrais quand même juste dire aussi que ça coïncide, cette période 2020, avec la mise en œuvre aussi du projet du GIP. Donc, on a retravaillé la communication autour du numéro vert social en faisant des affiches, des flyers, des petites campagnes de presse. Et quelque part aussi, le numéro pour les élus. C'est-à-dire qu'on a un numéro dédié aux élus qui bascule sur le 0800. Et là aussi, on a fait beaucoup de communication, dessus. Alors, comme vous l'avez dit, Président, un grand nombre de ces appels, plus de 60%, nécessitent des temps de traitement longs. C'est-à-dire que les gens, au travers d'une demande de renseignement, d'orientation, ont beaucoup besoin de parler et ont beaucoup besoin d'échanger avec quelqu'un, j'ai envie de dire, d'humain, quoi. Puisque le numéro vert social, comme vous le savez, est ouvert de 8h30 à 18h, sans interruption. Et nous, la règle, c'est un appel, un décroché. Donc, on ne tombe pas sur des standards avec des 1, des 3, des 4. Et donc, les gens ont pris quand même pas mal l'habitude d'appeler le numéro vert social pour aller parfois au-delà de la simple demande. Que vous dire de plus sur tout cela? Les appels de courtoisie. On avait une base de 400 personnes qui sont connues du numéro vert social et qu'on appelle régulièrement. Et ces appels de courtoisie, ils ont généré 1123 appels pendant toute l'année 2020. Donc, ce sont des gens avec qui on essaye de conserver un lien. Et parfois, nous sommes, mais comme aussi les services sociaux du département, nous sommes parfois aussi beaucoup la dernière personne qui prend le temps d'écouter et qui prend le temps d'être avec ces gens en difficulté. Dernière chose peut-être, Président, dans l'actualité, les services de la préfecture et de l'ARS sont venus vers nous pour mettre en place la cellule territoriale d'appui à l'isolement. Cette cellule territoriale d'appui à l'isolement, elle fonctionne 7 jours sur 7. Donc, on a dû très rapidement s'adapter avec les services de l'État. Il s'agit principalement d'une écoute qui est dédiée uniquement aux personnes isolées dans le cadre de cette CTAI. Et donc derrière, pour ces personnes isolées qui n'ont pas de solidarité familiale, de solidarité de proximité, on va mettre en place, pour favoriser leur isolement et permettre leur isolement, ça va être du portage de courses avec les associations caritatives membres du GIP, ça va être aussi peut-être de l'hébergement avec Regard. Et l'idée, c'est vraiment, au travers d'une plateforme qui s'appelle Osaï, que nous consultons la semaine entre 4 et 5 fois par jour. Et le week-end, nous consultons cette plateforme 3 fois. Et c'est faire en sorte que ces personnes puissent mettre en œuvre leur isolement dans les meilleures conditions et surtout qu'elles puissent rester isolées. Dernière chose, c'est une activité du numéro vert social, c'est l'Observatoire des violences faites aux femmes.
Sur les violences faites aux femmes, on a noté, comme les services de la préfecture et du parquet, une augmentation quand même assez importante sur l'année 2020. Nous n'avons pas encore, Président, des chiffres vraiment affinés, si ce n'est ce chiffre de 217 qui sont les fiches qui remontent à l'Observatoire. Ils sont pratiquement du double dans la réalité. Donc, nous, dans 15 jours, nous rencontrons le procureur de la République et nous allons relancer cet observatoire pour peut-être simplifier ces fiches, parce qu'il est quand même très, très important d'avoir une lecture très objective de cette question des violences faites aux femmes et au-delà de la dimension des violences intrafamiliales. Et ça, c'est vraiment un champ que nous allons réinvestiguer avec force dès les prochaines semaines. Voilà, Président, un petit peu les éléments d'appréciation que nous pouvons avoir au niveau du numéro vert social. Merci beaucoup, René, sur cette intervention, parce qu'on le sait bien, la crise sanitaire, on l'a souvent dit, elle est également sociale, elle provoque des désordres sociaux, des craintes, des soucis psychologiques, et il est très important que nous puissions aussi intervenir dans ce domaine-là. Est-ce qu'il y a sur ce sujet ou d'autres interventions, des gens qui voudraient parler d'un sujet qui concerne bien sûr ça. Je donne une dernière information en ce qui concerne le dépistage dans les collèges dès la semaine prochaine. L'Éducation nationale nous a demandé un renfort dans 7 collèges. Le collège de Mauvezin, le collège de Plaisance, le collège de Mirande, celui de Masseuve, de Casaubon, d'Aignan et d'Éoz. Et donc, fort de l'expérimentation que nous avons pu réaliser vendredi dernier à Plaisance, la méthode la plus efficace sera d'avoir un ou une infirmière qui sera positionnée dans le bus et effectue le prélèvement. C'est moins de 2 minutes, parce que je pense que ce sont des tests antigéniques, si la mémoire est bonne. Moins de 2 minutes, une entrée, une sortie, et plus un second infirmier qui se place au fond du bus et donne les résultats aux personnes qui sont volontaires. Vous savez que ça s'adresse aux collégiens qui sont volontaires, aux enseignants qui sont volontaires et au personnel administratif qui travaille dans les collèges et qui sont volontaires. Et donc, nous pourrons faire ces tests antigéniques à l'intérieur du bus. Et donc, nous allons programmer notre intervention dans 7 nouveaux collèges, puisque l'idée, c'est quand même de faire un maximum dans le domaine de l'éducation nationale aussi. Voilà. Monsieur Ameillé. Est-ce qu'on pourrait avoir de la part de la région un retour sur l'utilisation des transports? Alors, moi je vais dire ce que je sais. Le département du Gers est le département des 13 départements d'Occitanie qui se sert le plus du transport à la demande, puisque il y a encore quelques jours, 40% des demandes de transport à la demande sur la totalité de la région étaient réalisées dans le département du Gers. Et on était à environ pas loin de 80 personnes qui avaient été pris en charge par ce système de transport à la demande mis en place par la région. Donc ça fonctionne presque plus que je ne pensais. Moi, j'étais un peu dubitatif sur le fait. Ça marche, et dans le Gers, largement, parce que le deuxième derrière nous sont les Pyrénées-Orientales, je crois. Oui. Et donc, on est très, très bas. Vous voyez, voilà, le Gers, on a 80 personnes qui ont fait des réservations. Ensuite, c'est les Pyrénées-Orientales avec 69. On tombe à 32 avec l'Aveyron, 31 l'Hérault, 25 le Gard, 18 le Lot, 14 l'Aude, 10 les Hautes-Pyrénées, 9 la Haute-Garonne, 7 le Tarn, 2 l'Ariège, 2 la Lozère et 2 de Tarn-et-Garonne. On est très en truc et c'est un système qui fonctionne bien. J'ajoute que la région poursuit elle aussi ses vaccinations itinérantes avec le mécanisme de proxy test mis en place avec la Croix-Rouge. Alors, on a, c'est M. Esposito. M. Esposito, vous voulez intervenir, oui? Oui, bonjour, merci Président. Juste un point d'information pour préciser que Public Labo est désormais en capacité de pouvoir réaliser les analyses de PCR de criblage sur les variants anglais et les variants sud-africains.
et que nous sommes en collaboration avec Synlab Gascogne pour mettre en pratique ces capacités dès que nécessaire. Voilà, c'était juste un petit point d'information. C'est un point d'information très important parce que ça montre aussi notre capacité évolutive en matière de technologie sur ce qui est réalisé. Donc c'est une bonne nouvelle, bien sûr. Il y a d'autres interventions parmi ceux qui sont en visio, c'est bon? Alors, on va sûrement prendre contact avec vous pour ce qui concerne le CDAV exceptionnel de lundi, pour voir avec vous quels sont ceux qui vont pouvoir être en visio et en présentiel. On va reparler de tout ça, de ce qui serait fait, et avec M. Blais, qui bien sûr, pour lui, ça va être quelque chose, il va avoir son ministre en face de lui, donc il va falloir qu'il se prépare tout le week-end, quoi, mais il est relativement tout terrain, donc comme son ministre, donc je pense que ça va bien se passer. Donc voilà, donc on va reprendre contact avec vous. Ce sera un CDAV classique qui se déroulera ici, sauf que voilà, l'intervenant principal sera le ministre de la Santé. Je mets une toute petite réserve, c'est que la situation aujourd'hui de crise fait que bien évidemment il peut survenir d'ici à lundi quelque chose qui remettrait en cause, mais tous les contacts que nous avons, notamment avec le cabinet d'Olivier Véran, je remercie très chaleureusement, nous laisse à penser qu'effectivement nous aurons ce moment à la fois d'information descendante de sa part, peut-être remontante de la nôtre et peut-être montante et descendante de la part des citoyens qui poseront des questions qui nous permettront de mieux nous éclairer. En tout cas, je vous remercie. Personnellement, je le dis, voilà, c'est une reconnaissance non négligeable pour cette instance que nous avons voulu originale, s'il en est, et donc je pense que ce sera un moment important de nos travaux. Donc merci encore à tous et à toutes de votre implication que nous faisons, vous savez, comme d'habitude, au service des Gersoises et des Gersois. Voilà. Donc merci infiniment, très bonne journée, soyez prudents et pour la plupart d'entre vous, rendez-vous lundi matin. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci, au revoir. Oui. Merci.